Nous étions hier sur un vélo-rail et aujourd'hui nous partons pour une promenade en bateau sur le Tarn. Le départ a lieu à Cressel, petit village médiéval à proximité de Millau. Un petit chemin sympathique nous conduit du parking où nous avons dû laisser la voiture jusqu'au batelier du viaduc qui organise cette promenade. Dès notre arrivée à l'embarcadère, nous sommes dans l'ambiance. Le Tarn paraît très calme. Mais en réalité, il faut se méfier car il y a même des crocodiles cachés dans les coins. Pour une stabilité optimale, les bateliers utilisent des barques à fond plat comme celle-ci. Voilà la nôtre et top départ! Alors là, je vous parle de crues qu'on a tous les 5-10 ans. Crues exceptionnelles sur le Tarn, on va en connaître 2 à 3 tous les 100 ans. Et le Tarn va pouvoir monter entre 10 et 15 mètres. Mais cette année, c'est le contraire. Le Tarn manque d'eau car l'été a été très sec. Allez, on va partir un petit peu à la pagaie. À cause de la vitesse. Ah, il remonte le moteur, il n'y a plus d'eau. Le d'eau, et là, si je laisse le moteur dedans, il va toucher. Donc on va éviter de le faire trop toucher. Et plusieurs fois pendant le trajet, notre batelier doit soulever le moteur, descendre de la barque dans l'eau pour la pousser et la diriger. Bon, ça sera un peu plus sauvage qu'à Venise quand même. Le chemin à suivre est bien balisé avec des pierres. Heureusement que vous êtes venus, hein, parce que sinon il n'aurait jamais voulu le faire. On ne verra pas aujourd'hui, hein. Ce matin, enfin, à moins qu'on ait beaucoup de chance, ça va rester le martin pêcheur. Bleu sur le dos, orange sous le ventre. Très très beau, mais après un avion de chasse, et en journée il a tendance à se cacher. Chut, ceux-là je les ai trouvés sur internet. Par contre, nous allons voir des hérons. Il y en a de nombreux et ils sont très très calmes et n'ont pas peur du tout de nous voir passer au loin. Sur la descente, les journées où ils seront le plus nombreux, on en voit facilement une quinzaine. Sur 8 km, ça va être une quinzaine. C'est parce qu'il est revenu ici? Après, je pense que c'est un animal qui se développe, il se reproduit, il n'a pas forcément beaucoup de prédateurs. Et alors je vous expliquerai pas pourquoi, mais on en a vraiment beaucoup. Il y a des fois, quand en période de crue, vous montez sur le Lévézou, et c'est des champs entiers de hérons cendrés. Hein. Ah ouais, vraiment. On va taper un petit peu, je pense. Si, on prend. Sur un cours d'eau comme le Tarn où vous avez assez de débit, vous ne verrez pas de barrage. C'est le castor canadien qui fait les barrages. Le castor européen, il va pouvoir en faire sur les affluents quand il y a un petit filet d'eau pour se faire une petite retenue, mais sur le Tarn, il n'en fera pas. C'est le castor qui détruit toutes les... Alors non, c'est le ragondin. Ah, le ragondin. Le ragondin, en fait, il va vous faire des galeries partout, des terriers de castor. Ah oui, je vois là. Alors, vous en avez une ici, là, dessous, là, vraiment. Les racines, ça sera la première. Et vous allez voir, en suivant, il y en a 4 ou 5. Il y en a 4 ou 5 en enfilade. Vous en avez une autre ici. Il y en a une à 2 mètres là. Il y en a qui sont au ras de l'eau. Vous voyez, la dernière, elle est très grosse. Elle est au ras de l'eau. Après, ça peut monter à 2 mètres de hauteur. Et voici le viaduc, le pont à haubans le plus long et le plus haut d'Europe.
Le viaduc franchit une brèche de 2460 mètres de longueur et de 343 mètres de profondeur au point le plus haut. Le projet a nécessité 13 ans d'études techniques et financières. Elles ont commencé en 1984 et l'ouvrage a été mis en service en décembre 2004, 3 ans après la pose de la première pierre. D'un coût de 320 millions d'euros, il a été financé par le groupe Eiffage dans le cadre d'une concession. Le viaduc est maintenu par 7 piles, prolongées chacune par un pylône de 87 mètres de hauteur, auxquels sont arrimés 11 paires de haubans. Eiffage s'est occupé de la construction des piles en béton et des viaducs d'accès, tandis que la société Eiffel a construit le tablier métallique. Vous connaissez le nom de l'architecte qui a décidé le pont? Non. C'est Norman Foster. L'architecte, c'est Norman Foster. Donc c'est un anglais? C'est un anglais, c'est un britannique. Il les a fait en forme d'aiguille avec le chat pour laisser passer le fil au milieu. Et par rapport à la vue de milieu, la symbolique est très belle. Un souci d'esthétique. Oui, entre autres, vraiment. Et c'était vraiment aussi pour rappeler la vue de milieu. Symbole. Ouais, le symbole est très beau. Ouais. Parlons un peu de la construction du viaduc. De janvier à mars 2002 sont creusés les puits de fondation sur lesquels reposeront les 7 piles. Les puits sont ensuite bétonnés et une semelle de 3 à 5 mètres d'épaisseur est coulée en une seule fois avec 2000 mètres cubes de béton sur une trentaine d'heures. D'une surface de 200 mètres carrés à la base, équivalente à la surface d'un terrain de tennis, les piles au sommet n'ont plus que 30 mètres carrés de surface. Chaque pile fait l'objet d'un chantier spécifique avec ses propres équipes et son chef de pile. Ainsi, elles peuvent être construites toutes en même temps. Le coulage d'une pile se fait 4 mètres par 4 mètres grâce à un coffrage glissant dans lequel on coule 200 mètres cubes de béton et cela dure du milieu de l'après-midi à environ 2 heures du matin. Alors, tous les traits que vous allez voir le long des piliers, c'est la grandeur du coffrage qui faisait 4 mètres de haut. Ces 4 mètres de haut, ils réussissaient à les réaliser en 3 jours. Tous les 3 jours, tous les piliers montaient de 4 mètres. Les hauteurs des piles sont variables en fonction de la topographie du site et du profil en long de l'ouvrage. La pile P2 est la plus haute et est plus haute que la tour Eiffel. Le 20 novembre 2003, les 7 piles sont achevées. Et à cette occasion, un tube de cuivre a été glissé dans les dernières strates de béton de la pile P3. Il contient les noms des 537 personnes qui ont travaillé à l'érection des piles. Vient ensuite la mise en place du tablier d'acier qui a fait appel à une technique de lançage particulière. Tronçon après tronçon, le tablier a été lancé dans le vide grâce à 64 translateurs qui ont déplacé 36 000 tonnes d'acier, soit 4 fois plus que pour la tour Eiffel. 18 lançages ont été nécessaires, au rythme d'une opération toutes les 4 semaines, pour amener les 2 parties du tablier à l'aplomb du Tarn. Chaque lançage a demandé jusqu'à 48 heures de travail non-stop, à la vitesse de 9 km à l'heure. Alors le tablier, c'est l'entreprise Eiffel qui l'a réalisé et il va être entièrement métallique, sauf l'enrobé qui est posé sur la chaussée. Tout le reste, vous ne trouverez que du fer. Alors toujours pareil, c'est pour gagner en poids, mais vous avez quand même 36 000 tonnes de fer à l'intérieur du tablier. Alors les pièces, elles ont été créées à La Fosse-sur-Mer, une autre partie en Moselle, en Alsace. Ils ramenaient les pièces au niveau des culées, ils assemblaient les pièces.
Et une fois dans des camions. Ouais. Et une fois un sport, ça. Oh, ça devait être. Moi j'étais pas là à l'époque des travaux donc je sais pas. Et alors ils ramenaient les pièces au niveau des culées, ils assemblaient les pièces. Une fois que les pièces étaient assemblées, c'était un système de poussée avec des reins hydrauliques qui faisait avancer le tablier. C'était ça, je l'ai vu à la télé. Alors entre tous les poteaux vous avez exactement 342 mètres. C'est une distance irréalisable. Et donc à l'époque des travaux, vous aviez des piliers métalliques supplémentaires entre toutes les piles, sauf au niveau de la jonction sur le Tarn, qui leur permettaient de prendre appui à 171 mètres et ils renouvelaient l'opération pour atteindre le pilier suivant. Alors ces piliers métalliques ont été démontés à la fin des travaux. Quel boulot! Non, c'est une prouesse technologique. Et après, c'est une pure réussite parce qu'il est quand même très très beau et il s'intègre très bien dans la vallée. Et la jonction du tablier a eu lieu le 28 mai 2004. Au-dessus de chaque pile ont été posés en 3 mois les 7 pylônes qui ont la forme d'un V renversé. Haut de 88,92 mètres, ils pèsent 700 tonnes et chacun d'eux permet l'ancrage de 11 paires de haubans qui assurent le soutien du tablier. Le plus long hauban mesure 180 mètres et pèse 25 tonnes. Dernière petite révision. Et bye bye le viaduc. Maintenant nous allons aller voir un village. On va remonter un peu dans l'histoire, mais vous allez voir un beau village. Nous allons aller voir le village de Peyre. Un village entièrement troglodyte. Ouais. Et vraiment c'est le matin qu'il est le plus joli et c'est de la rivière de mon point de vue, vous allez la voir en panoramique. Elle va se dessiner petit à petit devant vous. Et comme toutes les maisons, parce que c'est un village entièrement troglodyte, toutes les maisons vont prendre appui contre la falaise. Et les 2-3 premiers étages de la maison, l'arrière de la maison, vous allez trouver la falaise. Alors l'église troglodyte, pendant la guerre de religion, elle a été fortifiée. Et elle servait de refuge aux habitants du village. Et en fait, à cette époque-là, vous aviez un système de réseau, de galeries, de portes qui permettait de communiquer entre toutes les maisons du village pour vous ramener à l'église troglodyte en cas d'agression. En 1900, elle a été revendue à un paysan. Alors Peyre avait essentiellement une agriculture vivrière, mais ils avaient quand même une spécialisation qui était la vigne et le vin. Et ils devaient avoir un vin de qualité puisqu'il était servi au domaine des papes à Avignon. Et donc ce paysan en a fait sa cave à vin. Et c'est à cette époque qu'ils ont construit la nouvelle église que vous voyez en contrebas. Un lieu de culte est dédié à Saint Christophe, le patron des voyageurs. On passe entre les deux. Je sais pas si on passe, mais on va essayer quand même. On prend le risque. Attention à vos chapeaux. Tenez vos chapeaux. C'est ici qu'on s'échoue, c'est la fin de la balade. Voilà. Et voilà, nous avons parcouru nos 8 km. Nous débarquons et nos bateliers sortent les barques de l'eau pour les ramener à l'embarcadère dans une remorque tirée par le petit bus qui va ramener aussi les passagers.
voilà de retour au Canoë Café, petite guinguette sympa au bord du Tarn, et nous nous installons pour un déjeuner bien mérité. Un dernier coup d'œil sur le viaduc et nous partons vers Millau pour y passer le reste de l'après-midi. Après la visite des anciens bureaux de Maître Marty Nazan, Jackie est partie à la recherche en vain du très vieux collège où elle était pensionnaire pendant son année de 6e. Mais c'était en 1952, il y a 65 ans, et tout a bien changé. Sauf ce beffroi qui date lui du XVIIe siècle. Alors, retour à Saint-Affrique, sans regret.